Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda Vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. À l'encre de mon sang, au papier de ma langue, à mes yeux qui tanguent lentement dans le vide, rêvant un jour de laisser des traces de regard sur les villes que nous voulons et imaginons au-delà des vers. Entre deux effluves, mon être crie utopie, mon cœur murmure héritage. Mon âme, elle, chante avenir. De villes riches de leur multiplicité, multiples dans leur diversité, unique pluralité niée hier s'est avancée vers un demain déjà avorté. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire, laisser les sens alertes et réagir. Entendre la cacophonie banalisée des inégalités sociétales criardes laissées en fond sonore, voir et questionner le décor, bâtir et consentir à l'action qui sépare le rêve de la réalité. Sentir la fragrance vitale, belle et verte, inévitable baume au cœur, accepter notre responsabilité de léguer à nos enfants un monde en bonne santé. Démocratiser le goût, que plus aucun palais, d'aucune bouche, d'aucun enfant, d'aucun pays ne soit plus jamais sec. Démocratiser le goût des rêves, des voyages qui s'exécutent, quel que soit l'âge, le long des pages, au fil des chapitres, sur le pupitre de la connaissance, seul germe du choix. Toucher l'idée d'infrastructure qui marche allègrement sur le chemin de l'innovation. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire. Laisser les sens alertes, mais surtout réagir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, je m'appelle Ryan Fisher, je travaille chez ICLEI Africa. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue pour la 3e édition de RISE, notamment pour cette session qui nous permettra de mettre les perspectives de la jeunesse au cœur des conversations
notamment des conversations sur les systèmes alimentaires. Bienvenue à Rise Africa 2023. Alors, quelques éléments logistiques avant qu'on commence. Et pour faire en sorte que cette session soit un succès, n'hésitez pas à prendre des notes de ce que je m'apprête à vous dire. Pour les francophones, n'hésitez pas à utiliser l'interprétation. On a une fonctionnalité sur Zoom et vous devez avoir accès normalement à l'interprétation. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'icône du globe pour avoir accès à l'interprétation. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et également, pour s'assurer que les intervenants ne sont pas interrompus, veillez à ce que vos micros soient fermés lorsque vous ne prenez pas la parole. Alors, bien entendu, n'hésitez pas, on veut que ces sessions soient interactives, que vous puissiez poser des questions, etc. Et vous pouvez, pour ce faire, utiliser le chat, mais vous pourrez prendre la parole également, mais au moment voulu. Parce qu'à nouveau, on veut que ces sessions soient aussi interactives que possible. Donc, on veut également que vous puissiez prendre la parole si on a le temps. Comme je l'ai dit, si vous avez des problèmes techniques, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Les équipes techniques seront à vos côtés. Sachez également que cette session sera enregistrée. Et vous aurez toutes les informations sur le lien Rise Africa que je vous mets dans le chat. N'hésitez pas également à nous contacter sur les réseaux sociaux, à utiliser le hashtag Rise Africa 2023. Le hashtag The Cities We Want. Donc, n'hésitez pas, on veut s'assurer que les hashtags soient visibles. À nouveau, bienvenue. On est vraiment honorés de modérer cette session axée sur la jeunesse. Je vois qu'on a déjà de l'action dans le chat, donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Nos collègues vont également partager les informations, notamment des liens, des références qu'on évoquera au cours de cette session. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous venez, parce qu'on veut savoir qui fait partie de notre réseau, qui est là. Si on a également des gens qui étaient déjà là aux précédentes éditions, et on veut voir également si on a de nouvelles recrues au festival Rise Africa et des gens qui ont une voix nouvelle qu'on pourra entendre. Et si vous étiez à la session d'inauguration ce matin et que vous avez entendu Paul Curry faire son introduction, eh bien, vous le savez qu'on a des gens, des délégations du monde entier. Alors, bien entendu, on a une grosse délégation africaine, on a des collègues également qui nous viennent du monde entier. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez dans le chat. Une session vraiment très intéressante aujourd'hui. On aura peu de présentations parce que, et c'est tout à fait voulu, parce qu'on voulait vraiment rentrer dans une discussion. Et vous l'aurez vu quand vous êtes enregistré, on va parler aujourd'hui de la jeunesse et comment les jeunes peuvent transformer nos systèmes alimentaires. C'est ce qu'on a vu ces dernières années. Ça a été vu, il y a eu des changements dans nos systèmes alimentaires, on a des discussions à ce sujet, on continue à s'efforcer à répondre, à augmenter plutôt la contribution des jeunes, notamment dans la question de la transformation des systèmes alimentaires et dans l'avancée des systèmes alimentaires et de la transformation des systèmes alimentaires. La jeune ne doit pas être exclue, il faut avoir une approche inclusive. Et comme je l'ai dit, on aura plusieurs présentations, donc 3 présentations, je crois. Et bien entendu, on ouvrira la parole parce que, comme je l'ai dit, on veut que ce soit une session aussi interactive que possible. Donc, n'hésitez pas à répondre, à réagir
Et avant de donner la parole à nos premiers intervenants, sachez que Victor, qui était censé être là, est coincé à l'aéroport. Malheureusement, il ne sera pas avec nous, donc il a été gentil de nous envoyer une vidéo. Mais malheureusement, on a eu des soucis techniques. Je vais demander aux équipes techniques maintenant de nous montrer la vidéo de l'intervention de Victor. Et je vais également partager avec vous la biographie de Victor pour que vous sachiez à peu près de qui il s'agit. On a des collègues, notamment pour les gens qui ne le connaissent pas. On a des partenaires de la FAO et donc on va regarder la vidéo de Victor. Bonjour, bienvenue. Merci à toutes celles et ceux qui se joignent à nous de partout dans le monde. C'est un plaisir de faire partie des participants et des intervenants à cette session. Je vais me présenter. Je suis donc Victor Mugo, je viens de Nairobi au Kenya et je travaille avec à la FAO, notamment pour le Forum mondial de l'alimentation. Si vous ne connaissez pas le forum, il s'agit d'une plateforme indépendante dirigée par les jeunes qui vise à susciter une action transformatrice des systèmes agroalimentaires. Et en ligne avec la FAO, nous sommes indépendants. Le but étant de soutenir et autonomiser les gens pour qu'ils soient des forces motrices du changement au niveau local et au niveau de la région. Dans la discussion d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 éléments essentiels à évoquer. Tout d'abord, les gouvernements locaux dans les villes, les municipalités, ils sont essentiels et sont presque la pièce maîtresse des systèmes alimentaires et de leur transformation. Et j'aimerais vous montrer cela dans quelques minutes. Deuxièmement, les jeunes, même s'ils n'ont pas assez accès à des fonds et qu'ils ne sont pas assez impliqués et pas assez bénéficiaires des systèmes agricoles et alimentaires, ils sont une vraie opportunité pour changer, révolutionner les systèmes agroalimentaires. Troisièmement, plutôt, il y a des opportunités à saisir. Il est essentiel que maintenant, on autonomise, qu'on offre des ressources aux jeunes et qu'on les équipe parce qu'ils ont des idées, des innovations, ils ont des perspectives et on doit écouter les points de vue des jeunes dans les discussions, les activités et les programmes, les projets qui sous-tendent la transformation des systèmes agroalimentaires. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer les liens entre les gouvernements locaux, les zones urbaines, les villes et les systèmes agroalimentaires. Les systèmes agroalimentaires, le système et le secteur agricole sont liés. Tout d'abord, il y a une chose qui paraît très clairement, les projections démographiques le montrent, l'Afrique s'urbanise de manière très rapide, plus rapidement que n'importe quelle région ou continent dans le monde. Ce n'est pas uniquement les villes qui croissent, ce sont également les marchés alimentaires. Si on regarde la composition des villes en croissance, on se rend compte que ce sont les jeunes qui migrent vers les villes. Donc, à ce titre, les villes africaines représentent une vraie source de marché alimentaire. Il faut absolument que les systèmes agroalimentaires soient en mesure de fleurir, d'avoir une croissance parce que des millions d'Africains, et la vidéo s'est coupée, l'interprète s'excuse. C'est tout? Il n'y a rien d'autre? D'accord, eh bien, j'imagine que c'était donc une fin un peu abrupte pour Victor. Il a dû être interrompu, alors malheureusement, mais il a souligné des éléments clés, même si la vidéo avait peut-être été un peu écourtée. Il a parti des opportunités, notamment dans un contexte d'urbanisation forte. Les jeunes sont au cœur de la transformation des systèmes agroalimentaires. Et donc, il y a des opportunités
qui ne sont pas assez exploitées. Et il faut mobiliser les ressources et les pouvoirs pour que les jeunes puissent contribuer, s'insérer dans ce parcours, dans ce voyage de cette expérience de la transformation des systèmes agroalimentaires. Désolée, Victor, je sais qu'il n'a pas pu être avec nous, mais je vais donner la parole à notre collègue Tolu, qui s'est rendu disponible aujourd'hui. Merci à Victor de son intervention. Merci d'avance à Tolu. Je vais également mettre la biographie de Tolu dans le chat, mais sachez que Tolu travaille au groupe de recherche de l'université de Cambridge. Elle est directrice de la recherche au sein, directrice clinique au sein du département de recherche pour l'épidémiologie urbaine et la santé publique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. Super, alors je vais partager mon écran. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de notre expérience, notamment le travail que nous faisons pour améliorer l'espace urbain, notamment l'élaboration de politiques durables pour nos villes. Alors, le titre de cette présentation, c'est « Axer la majorité » et pas « axer » ou plutôt mettre la majorité au cœur. Et je n'ai pas utilisé le terme « jeune » ou « jeunesse » parce que j'ai un peu de difficulté à l'utiliser dans le contexte africain. Imaginez que vous alliez à une conférence médicale et que quelqu'un dise « Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'on est ravis d'avoir aujourd'hui un groupe de docteurs qui s'exprimeront pendant quelques minutes. » Et imaginez qu'on soit là, on soit à cette conférence, forcément, vous vous attendez à ce qu'il y ait des docteurs qui prennent la parole. De la même manière que lorsqu'on a des conférences sur le continent africain, ça me paraît presque redondant de parler de la jeunesse. Parce que trop souvent, on parle des jeunes, de la jeunesse, comme étant un groupe niche un peu marginalisé qu'il serait bien d'inclure. Or, dans le contexte africain, ça paraît essentiel. Et ce groupe de jeunes, cette jeunesse, elle est tellement diverse en son sein. Ce n'est pas juste sympa d'avoir la jeunesse, c'est nécessaire d'inclure les jeunes si on veut exploiter la force transformatrice de cette majorité démographique. Deuxièmement, je vais parler d'une approche, d'une démarche que nous prenons, pas uniquement en se concentrant sur l'alimentation, mais j'aimerais, de manière plus large, parler de l'approche et de l'exploitation potentielle de ce potentiel de transformation. Alors, nous y voilà. Voilà l'opportunité. Alors, Paul en a parlé, ou du moins il l'a évoqué, ou peut-être que c'était dans une vidéo. Nous le savons. On a cet agenda de l'Union africaine 2063. Et vous vous souvenez, 2063, quand on a parlé de cet agenda, ça paraissait très loin. Mais c'est dans 40 ans. Et nos objectifs d'organisation ne sont pas une manière de prioriser notre durabilité. Ça ne va pas se produire magiquement, ça ne va pas se développer et on sera subitement durable. C'est un chemin. Donc, la question qui nous mène, c'est quelle est nos manière de parvenir à la santé et à la durabilité dans nos villes. Et c'était vraiment une question centrale. Je ne sais pas quelles villes sont représentées
dans cette réunion, mais j'aimerais mettre tout le monde au défi dans le chat en disant que vous pensez que dans vos villes, vous pensez que c'était vraiment ce qui sous-tendait votre développement. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? La deuxième question que nous posons, donc qu'est-ce qu'est la majorité de la démographie qui mène le chemin pour ceci? Et une partie de ce que nous faisons, c'est de regarder ce dont nous avons besoin pour soutenir ceci. Il y a quelques années, j'ai écrit donc cet article, un plan Marshall pour la santé de la planète. Donc c'est assez provocateur parce que le plan Marshall est quelque chose qui a été développé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale afin de soutenir le développement du continent après qu'il ait été ravagé par la guerre. Et c'était en 2020, en juillet 2020, alors que nous étions au plus fort de la pandémie et que nous partions du besoin de commencer à réfléchir comment nous allions rebâtir. Et je me suis dit, et si c'était ce que nous cherchions à faire en tant que continent, si nous avions ce plan Marshall pour la santé planétaire, ici je parle de la santé des humains et des écosystèmes dont nous dépendons. Donc, imaginez si nous avions ce plan qui était en train de façonner notre développement, à quoi est-ce que cela ressemblerait? Et c'était des conversations qui avaient lieu au niveau régional. Donc, le think tank des banques de développement africaines ont tenu ce dialogue pendant quelques jours pour regarder la manière dont nous pouvions bâtir des systèmes de santé résilients face au COVID. Et la provocation était de dire qu'il y avait une opportunité de regarder au système de santé au-delà des soins de santé. Pourquoi? Parce que nous sommes un continent très jeune, dont on devrait réfléchir à la manière de conserver notre santé et pas juste gérer les maladies. Et nous voyons aussi cette importante augmentation de maladies évitables à un âge très jeune et le potentiel du fait que ça puisse retarder le développement. Donc, ce qui est ressorti de ceci, de cette consultation, était des choses comme et si nous avions un portefeuille de santé planétaire où on puisse considérer la santé humaine et l'impact écologique, donc, et si la santé était l'affaire de tous dans une approche systémique, dans les secteurs environnementaux aussi, pour regarder cette santé planétaire et de manière importante, l'importance d'engager la majorité là-dessus. Donc, je voulais faire ressortir le fait que ces conversations qui se sont tenues en 2020, où on me dit que tout était possible, on peut s'ajuster, c'était les choses dont on parlait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était futuriste ou impossible, mais c'était vraiment quelque chose que nous devions faire décoller. Donc, encore mieux, c'est véritablement la plateforme. Donc, c'est une pratique de santé mondiale et une plateforme. Et ce que nous faisons, c'est connecter, mobiliser des individus pour vraiment regarder comment nous pouvons faire en sorte que les villes étaient équipées pour l'avenir en termes de santé. Et donc, c'était quelque chose qui était vraiment mené par l'Afrique. La vision alignée avec la vision 2023, c'était que d'ici 2030, qui semblait très très loin, c'est dans 7 ans que chaque nouvelle initiative d'infrastructure sera véritablement conçue avec la santé planétaire à l'esprit dans les villes. Et ce sera vraiment mené par la démographie majoritaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et comment nous améliorons les choses, la manière dont nous repensons à ceci se concentre sur l'espace public. Donc, c'est quelque chose qui a un impact sur la durabilité, la résilience de la planète et la résilience. Donc, c'est ce que nous respirons, la nourriture que nous mangeons. Donc, le défi pour tout le monde, c'est comment nous réfléchissons à tout ceci et tous ces secteurs comme étant des secteurs d'infrastructures critiques. Nous savons que les deux ont un impact pour la santé, ont un impact sur le changement climatique et l'action. Donc, cela transforme la manière dont nous pensons, mais aussi notre vulnérabilité, la manière dont nous réagissons
à la chaleur ou aux inondations, mais aussi à la nourriture que nous mangeons, à l'accès à des nourritures saines, en réduisant aussi la consommation de nourriture transformée et réduire donc la menace envers les habitats. Donc, c'est l'univers au sein duquel nous travaillons et je vais revenir vers ceci à la fin. Le quatrième élément de l'espace public qui est vraiment transsectionnel est notre espace civique. Parce que si on veut s'appuyer sur cette majorité, nous devons vraiment élargir cet espace civique pour prendre des actions afin de véritablement transformer les villes de manière durable. Nous devons vraiment nous appuyer sur cet espace civique qui doit en être un composant fondamental. Donc, pour vous rappeler la manière dont nous vivons, c'est que nous aspirons, nous inspirons et nous conspirons. Donc, je vais vous donner un exemple direct du travail que nous avons fait avec cette approche participative. Donc, nous aspirons parce que nous ne pouvons pas commencer à transformer ce que nous ne pouvons pas imaginer. Donc, nous devons vraiment bâtir ce monde et nous devons imaginer et réimaginer ce à quoi les villes pourraient ressembler. Nous devons vraiment nous appuyer là-dessus et envisager de nouvelles normes. Inspirées vient des données et des preuves. Nous avons besoin d'une infrastructure participative qui nous permette d'organiser le plaidoyer et de repousser les bornes et la manière dont nous avançons avec la génération à venir. Et conspirer, c'est parce que c'est une tâche monumentale. Aucun individu ne va faire ceci. Nous avons besoin d'une approche collaborative, d'une communauté collaborative qui est équipée pour mobiliser et organiser des campagnes, pour se connecter les uns aux autres, partager les tactiques, pour ne pas refaire des erreurs, mais pour bâtir sur l'expérience des uns des autres, pour parvenir à concevoir des solutions et à vraiment mener donc ces services dans le cadre de cet agenda de transformation. Donc, c'est un peu quelques éléments du contexte. Donc, notre initiative principale est l'initiative des citoyens pour la santé planétaire. Donc, je vais me concentrer sur un exemple, sur la manière dont nous aspirons, nous inspirons et nous conspirons pour faire en sorte que ce soit meilleur. Donc, ce sont les citoyens pour un air propre. Donc, nous expérimentons du militantisme de précision pour un air propre et des espaces publics sains. Nous avons développé des narratifs basés sur des données, sur la manière dont nous activons et d'où nous plaidons pour ces espaces plus sains et plus durables. Donc, ces citoyens pour de l'air propre évolue dans 3 des 4 espaces. Donc, c'est l'air que nous respirons, la pollution, mais aussi des endroits parce que cela se conçoit autour des activités physiques comme étant un comportement sain et dans cet espace civique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé dans 3 villes, à Lagos au Nigeria, à Accra au Ghana et dans d'autres villes. Nous avons recruté des sous-échantillons représentants de la démographie, des personnes dans leur trentaine qui étaient absolument passionnées par le plaidoyer des environnements sains et passionnées de course à pied surtout. Voici ce à quoi ils ressemblent. Vous en avez suffisamment entendu, donc essayez de me présenter. Donc bonjour, je suis Ozembo et je suis un leader. Bonjour, mon nom est Patience, mon nom est Chiara, mon nom est Onome, mon nom est Lile Sabissa, mon nom est Michael Darfour, mon nom est Lunga Makonsa, mon nom est Ruvue, mon nom est Ruby, mon nom est Maïsarena, mon nom est Daniel Bensel, mon nom est Roland Posma, mon nom est Marie Afomu, mon nom est Sani Lukman, mon nom est Owula Tibulu. Donc, voilà un sous-échantillon
de certains des leaders coureurs que nous avons recrutés. Ils se sont réunis dans des ateliers pour vraiment commencer à bâtir ce travail, voir quelles sont les problématiques de l'espace, quelles sont les causes, quels sont les défis. Et nous avons commencé à bâtir ce monde. Donc, quelle serait la ville idéale si on pouvait faire quoi que ce soit? Quelle est la ville que nous voulons? Donc, c'est la première phase pour commencer à aspirer. Ensuite, nous avons conçu des parcours pour courir avec une plateforme numérique que nous avons pour mobiliser les personnes et capturer la qualité de l'air, poster des photos, des vidéos, des audios sur tous les aspects et donc avoir des ressources d'air propre. Donc, c'est un exemple de Fununga. Donc, quand nous parlons d'aspiration, nous commençons à générer des évidences. Donc, c'est vraiment un mélange de ce à quoi ça recommence. Donc, c'est ce que les citoyens scientifiques ont capturé. Donc, à quoi est-ce que cela ressemble? Quel est cet environnement et à quoi ça ressemble? Donc, c'est le risque et le bénéfice. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble à travers la ville et à travers les différentes villes? Donc, quels sont le type de choses que nous voyons qui sont des sources de pollution de l'air dans ces cas-là? Notre vie est voilà, c'est un endroit très encombré à cause du nombre de véhicules qu'il y a dans cet endroit. Le problème principal de pollution est la quantité de trafic routier qu'il y a. La cause principale de pollution est le fait de brûler du bois, les émissions des voitures. La source principale vient des voitures et de leur pot d'échappement. La source principale de pollution de l'air dans ma zone, c'est probablement les voitures. La source principale de pollution, là où j'habite, est le fait de brûler des déchets et que ces fumées soient relâchées dans l'atmosphère. La cause principale de la pollution dans mon domaine, donc, c'est la collecte de sable que les gens font pour gagner leur vie. Et donc, la pollution de l'air est très élevée à cause des émissions des camions qui transportent ce sable. Donc, la cause principale de pollution de l'air, c'est le fait de brûler des déchets. Ce que je peux dire, c'est que à cause de la pollution de l'air, il y a donc de gros problèmes. La cause principale de la pollution de l'air dans mon environnement est le transport et le fait de brûler des déchets. Certaines des causes principales de la pollution de l'air à Lagos, l'une, c'est l'activité industrielle. Il y a tellement de sources de pollution de l'air dans mon environnement que ce soit donc le fait de brûler des déchets de manière ouverte ou de cuisiner sur des feux de bois ou du charbon. C'est également des gaz d'échappement de générateurs ou de motos ou de tricycles. Très bien. Donc, vous pouvez voir qu'ils essayent de commencer à utiliser les données qu'ils ont générées pour essayer de comprendre d'où vient le problème. En plus, suite, ça a été réuni pour regarder les résultats. Donc, on regarde les résultats, on regarde ce qu'ils essayent de trouver. Donc, qu'est-ce que les données nous donnent et comment est-ce que nous façonnons le plaidoyer autour de ceci? Et c'est ce qui a informé la manière dont la conception s'est faite pour cette campagne. Nous nous sommes mobilisés, nous avons organisé des courses afin de
plaider et d'attirer la sensibilité des personnes là-dessus. Et c'est là où nous conspirons pour mobiliser, pour générer ces campagnes auprès de la population. Et puis, durant la semaine de la COP27, nous avons eu une journée où nous avons eu l'air propre 27 qui a été viral. Nous avons utilisé toutes ces données, nous avons partagé le message qui avait été développé au départ de ces données. Entre octobre et novembre, nous avons eu environ 2 millions de personnes et il y a eu aussi une présentation et une exposition à la COP27 pour montrer quelles sont les données et quelles sont les problématiques. Donc, ils ont présenté ceci et nous avons organisé une course, encore une fois, en générant des données au niveau local pour montrer à quel point c'est critique d'avoir des solutions pour l'air. Ils ont donc conçu des prescriptions pour l'air avec un accès en temps réel aux données. Ils ont produit un rapport et de manière très importante pour tout ce qui est aspirer et changer la conversation. Ils l'ont donc publié avec de la presse. Donc, il y a eu un article dans le Guardian avec un activisme sur ce que Waziri faisait à Lagos pour récolter des données de qualité lors du marathon de Lagos. Donc, aussi sur Al Jazeera. Donc, vous pouvez voir comment cette tranche démographique a commencé à changer les normes et a commencé à façonner la vision de la ville qu'ils veulent. Et donc, ils conspirent, ils mobilisent et ils essayent de faire en sorte d'élever leur demande d'action. Donc, c'est la question que je pose dès le départ. Donc, ce que je voulais partager ici, c'est que si nous sommes délibérés dans la méthode et dans l'approche pour centrer la majorité démographique, subitement, ça ne semble pas si éloigné de nous. Et afin de faire en sorte que les choses soient encore meilleures et que nous fassions ce que nous voulons, c'est vraiment critique d'avoir une approche participative pour travailler là-dessus. Et je suis vraiment très enthousiaste d'entendre que le programme des jeunes ambassadeurs s'intéresse à ceci. Nous avons hâte de collaborer avec vous pour voir comment certaines de ces infrastructures de participation dans tout ce qui est nourriture et environnement jouent un rôle critique. Et donc, je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Tolula. Je pense que c'était très inspirant. J'aime beaucoup ce modèle urbain et donc il y a plein de questions en termes des leçons, de ce qu'on peut apprendre. Donc, quelles sont ces leçons un peu tangibles pour vraiment monter d'un cran? Et je suis avec vous en regardant comment nous pouvons améliorer ceci. Donc, ça a vraiment tellement de sens. La majorité va utiliser ceci. Donc, la question, c'est est-ce que nous faisons suffisamment en tant que majorité? Encore une fois, merci beaucoup pour l'avoir dit. Je suis d'accord. Donc, il faut regarder un peu plus les liens avec la nourriture dans ces projets. Donc, peut-être que certains de mes collègues peuvent nous parler davantage du projet et se concentrer principalement sur les problématiques. Encore merci beaucoup à vous et nous vous reverrons plus tard. Merci Brian. Donc, je veux juste m'assurer que tout le monde peut voir mon écran. Oui, c'est le cas. C'est parfait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme Brian l'a mentionné, mon nom est Seban Sessoa et je suis donc, je travaille dans l'équipe de système alimentaire d'ICLEI et je coordonne aussi le programme alimentaire et le programme des jeunes ambassadeurs. Donc, tout ceci transporte tout ceci en créant des liens
entre les systèmes alimentaires à travers le continent. Donc, et l'Europe, c'est un programme de 4 ans qui est financé par l'UE et il est coordonné par ICLE avec 26 partenaires. Ce que AgriFood Link veut faire, c'est améliorer la sécurité alimentaire et la nourriture, tout en délivrant des résultats positifs pour le climat et l'environnement et en bâtissant une résilience socio-économique dans plus de 65 villes, 15 villes européennes et 5 hubs européens et villes de partage et dans plus de 45 villes en réseau. Et cela le fait en promouvant la bascule du public vers une alimentation durable, transformant tout ce qui est environnement de nourriture urbaine, en promouvant des activités inclusives multi-acteurs et d'établir des petites activités, des communautés, des jeunes et des femmes pour partager leur système alimentaire et en accélérant des activités agricoles et nutritives qui sont innovantes. Nous cherchons à créer un espace de sécurité pour les ambassadeurs et pour toutes les personnes qui partagent notre message, peu importe la définition de genre et d'autres caractéristiques sociales. Comme je l'ai mentionné, AgriFood Links a des villes projets. Donc, nous avons 5 villes africaines. Nous avons Cape Town qui est en Afrique du Sud. Donc, nous avons donc une autre ville au Kenya, Burkina Faso et en Tunisie. Donc, nous avons donc des villes européennes, nous avons donc des villes en réseau en Afrique et en Europe, ainsi que dans le Grand Sud mondial. Donc, pour continuer à avancer avec ce message d'AgriFood Links d'une manière qui démontre l'inclusivité, AgriFood Links a donc un programme de jeunes ambassadeurs et ce programme vise à créer des espaces pour que les jeunes puissent exercer leur droit de participer dans le développement ainsi que dans la transformation de leur communauté afin de promouvoir l'inclusivité et de casser les stéréotypes et tout ce qui est de sécurité. L'Afrique est considérée comme le continent des jeunes et donc l'âge moyen de l'Africain est de 19 ans et demi, alors que l'âge médian des preneurs de décision est 65 ans. Cela implique que les voix des jeunes ne sont pas aussi entendues qu'elles devraient l'être dans les systèmes africains. Donc, les jeunes ambassadeurs auront l'opportunité de contacter des preneurs de décision pour s'assurer que les voix des jeunes sont incluses dans les processus de prise de décision. Et cela vise à faire ceci à travers des moyens multiples. Juste pour en mentionner quelques-uns, les jeunes ambassadeurs seront invités à des dialogues institutionnels avec des responsables de ville. Et ici, ils vont développer des déclarations de la jeunesse qui seront partagées dans des forums internationaux clés comme la COP et les forums urbains mondiaux. Donc, ils vont devenir des porte-paroles pour l'innovation africaine pour promouvoir des environnements alimentaires qui sont vraiment compatibles avec les aliments et sains. Donc, nous sommes pour l'instant en train de sélectionner ces ambassadeurs de la jeunesse. En mars, nous avons envoyé un appel pour que les jeunes puissent candidater pour devenir de jeunes ambassadeurs. Et ces jeunes donc, se trouvent dans nos villes
hubs qui sont Cape Town, Kisumu, Mbale, Ouagadougou et Tunis. Et ils devaient être âgés de 18 à 30 ans. Dans les exigences, ils devaient aussi montrer qu'ils sont passionnés à propos de la nourriture, de l'environnement et des villes en question. Cela devait être évident sur leur plateforme de réseaux sociaux parce qu'elles seraient utilisées à travers tout leur ambassadeurat pour attirer l'attention sur le projet, mais aussi sur les différentes initiatives qui se concentrent sur les jeunes. Nous avons reçu toute une série de candidatures des jeunes et de nos villes hubs. Et beaucoup de ces candidatures ont démontré que beaucoup de jeunes ont vraiment une grande passion pour la nourriture et certains sont même des professionnels qualifiés dans le secteur des systèmes alimentaires. D'autres sont impliqués dans des initiatives communautaires. Et en raison de ceci, nous ne doutons pas que nous allons vraiment trouver des candidats de qualité afin de représenter les voix des jeunes en Afrique. Nous espérons que d'ici la fin du projet, le rôle des jeunes dans la prise de décision sera reconnu et que tout ceci soit combattu. Nous espérons capturer des participations de ceux qui sont les futurs héritiers de nos villes. Merci beaucoup. Donc, ce programme de jeunes ambassadeurs, je pense que ça va aider nos systèmes alimentaires sur le continent. Et nous sommes vraiment très enthousiastes de voir ces jeunes ambassadeurs relever le défi et nous expliquer ce qui se passe dans leur parcours. Cela permet de montrer les jeunes et ce qu'ils font déjà. Je pense que ce sera très intéressant d'élever ce type d'initiative. Donc, et j'ai hâte de voir ceci. Je voulais juste vérifier s'il y avait des questions ou des commentaires pour les orateurs. Nous serions ravis de répondre à quelques questions ou commentaires. Vous pouvez absolument lever la main si vous voulez poser des questions. Si vous avez des commentaires, des questions pour nos orateurs, non? Voilà, j'ai commencé avec ma présentation, mais il y a peut-être des enseignements de plus haut niveau et des résultats. Donc, peut-être pour voir un peu ce qui tourne autour de cette conversation. Donc, y a-t-il des questions? Est-ce que vous pouvez recadrer la question? Donc, de tout ce qui est pilote, donc en termes d'augmenter les choses, d'aspirer. Donc, c'est un exemple de programme qu'on peut peut-être prendre en compte. La phase dans laquelle nous entrons en ce moment est une de taille afin que ceci. L'an dernier, nous avons testé le modèle et nous avons expérimenté la manière de collecter des données pour la plateforme digitale pour revenir vers des preneurs de décision clés. Donc, certaines des réflexions et des enseignements que nous avons
appris au cours sont très importants afin de reconnaître tout d'abord, quand nous pensons à ce type de participation, qu'il y a des différences en termes de participation. Encore une partie de la raison, je n'aime pas le mot jeune parce que ça implique le fait que ce sont des gens qui sont là assis à rien faire en attendant que vous les contactiez. Mon expérience, c'est que ils sont à un stade de la vie où ils font beaucoup de choses, ils étudient, ils travaillent au sein du gouvernement, ils travaillent dans le secteur privé, nous avons des athlètes. Donc, il faut reconnaître que nous devons avoir de la flexibilité dans la manière dont les gens sont engagés et que nous bâtissions ceci au sein de ce que nous aimons vraiment pour aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose que nous considérons, comment est-ce que nous pouvons avoir différentes approches et pas présumer que tout le monde peut venir à tout moment pour n'importe quoi, parce que les gens ont différents niveaux d'engagement. Le deuxième concernait la durabilité de l'intervention. Et c'est vraiment très important que cela bascule d'un projet à quelque chose qui est institutionnalisé au sein des villes. Donc, nous regardons un peu les partenariats sur le terrain, les partenariats à la fois avec la société civile, avec l'université et avec ceci, donc pour générer de la valeur, si nous sommes sérieux, pour avoir des perspectives, pour informer et façonner notre prise de décision. Alors à ce moment-là, nous devons faire de l'espace là-dessus dans ces processus internationaux. Ce n'est pas juste « oh, le projet est fini, donc c'est fini » ou « ce nouveau projet arrive ». Donc, c'est un peu comment vous bâtissez cette capacité au sein de nos institutions pour s'assurer que cette approche est quelque chose qui est vraiment inscrit là-dedans. Et c'est quelque chose que nous avons expérimenté pour l'instant. Et dernièrement, nous allons dans ce dimensionnement. J'étais très enthousiaste du programme des jeunes ambassadeurs parce que nous sommes maintenant en train de travailler sur ces projets de démonstration. Maintenant que nous avons testé ceci et voir comment nous faisons en sorte que cette infrastructure soit disponible, mais aussi de nous assurer que la formation est disponible également. Donc, nous travaillons sur… Est-ce que vous m'entendez? Mon Internet fait quelque chose de bizarre. J'ai un problème avec mon Internet, je crois. Il faut que cette formation soit très hachée pour l'interprétation. Donc, il faut qu'on ait des ressources, qu'on ait des gens qui soient à la même table et on doit s'assurer également qu'il y ait une mise à l'échelle de ces solutions à l'avenir. Donc, voilà certains des enseignements. Et je crois, dernier point, il y a un vrai appétit. On le sent au sein des villes, des gouvernements. Les gens veulent cette approche. Et donc, il est essentiel que les gouvernements et les politiques soient perçus comme étant ce gros monolithe inaccessible. Il y a toujours des champions au sein des gouvernements, au sein des villes, qui essayent de faire avancer cet agenda. Et c'est essentiel qu'on arrive à trouver ces gens et qu'on ait cette approche, qu'on se dise il faut trouver des partenaires naturels avec lesquels on pourra travailler pour s'assurer qu'on ne se positionne pas comme étant des adversaires. Parce que ça ne fait pas hommage au travail incroyable qui est fait dans beaucoup de villes. Et beaucoup de ces villes travaillent vraiment d'arrache-pied, souvent contre les éléments. En effet, oui, tout à fait. Et en même temps, je trouve que, comme vous l'avez dit, un niveau positif, on le voit, il y a déjà un intérêt existant chez les jeunes. Et comme vous l'avez dit à la fin également, il faut capitaliser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Et ça fait partie de cette autonomisation des jeunes. Et je pense que c'est un point très important à souligner. Il y avait une question dans le chat, je crois, comment institutionnaliser la participation des jeunes et l'engagement civique comme partie intégrante des mécanismes de prise de décision officiels dans nos villes et pas juste un
une contribution un peu superflue. N'hésitez pas si vous voulez répondre à cette question. J'aimerais ajouter quelque chose. Il y avait un peu plus tôt des scientifiques, alors peut-être que tout le monde n'a pas pu rester, mais si on a des scientifiques qui pourraient partager avec nous leur expérience, ce serait, je le crois, si je peux me permettre de donner la parole à quelqu'un d'autre, Ryan. Eh bien oui, parce que ce sont eux qui ont une expérience concrète, ou plutôt des citoyens impliqués plutôt. Bonjour. On m'entend? Oui, on vous entend. Merci pour cette opportunité. Merci de m'offrir l'opportunité de m'exprimer. Et en même temps, c'était bien parce que cette session m'a permis de me connecter à mon environnement de manière différente. En tant qu'architecte, il est important d'inclure les éléments sociaux de l'urbanisation et l'architecture. On perçoit l'espace de manière différente lorsqu'on pense à l'urbanisation. On a un rôle important à jouer et on doit contribuer à l'écosystème également. Je suis ravie de voir qu'il y a des efforts collectifs et on doit s'assurer que les informations soient disponibles pour que les gens s'engagent. Parce que je me rends compte que l'ignorance, ou du moins ne même pas savoir le travail qui est fait, les problèmes, les cercles vicieux, etc., c'est un obstacle. Moi, j'ai eu de l'expérience et j'avais entendu parler de capteurs pour faire des mesures. Pour moi, j'en avais entendu parler, mais ça ne me paraissait pas essentiel. Or, le fait qu'on m'ait offert cette opportunité m'a ouvert les yeux. Et je crois qu'il est important que les gens voient de leurs propres yeux les problèmes et les solutions possibles. Et je crois que les gens qui pensent de la même manière, les gens qui ont un état d'esprit similaire au mien, c'est important. Ça ne veut pas dire que... Il y avait au cours de des engagements civiques que j'ai pris, il y avait des gens qui faisaient du plaidoyer pour l'environnement, des scientifiques, des gens de différents domaines. Et voir tous ces acteurs se réunir pour atteindre un seul et même objectif, ça a été extrêmement intéressant à voir. C'est quelque chose que j'aimerais voir à l'avenir à nouveau avec ce type de projet. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Y a-t-il d'autres citoyens qui ont contribué à ce projet qui sont avec nous aujourd'hui? Il y a quelqu'un d'autre, Tolu, que vous voyez? Toby? Est-ce que c'est notre Toby qui est là? Ou Monica, ma collègue, qui dirige les travaux des citoyens scientifiques. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Oui, alors avec plaisir, je peux peut-être contribuer. Je voulais simplement dire que moi, je suis vraiment ravie de ce travail dont on parle. Travailler avec différentes parties prenantes telles que AfriFood Links et différents partenaires est essentiel. On se rend compte que dans la région, il y a tellement d'interprétation de ces concepts dans nos villes. Parfois, il s'agit simplement de donner accès au réseau aux gens afin que les voix soient entendues et qu'on amplifie la voix des parties prenantes. Je suis ravie de faire partie de cette initiative et de l'étendre à l'espace au domaine de l'alimentation. Et oui, au fait, c'est Toby simplement
Toby ne va pas pouvoir prendre le micro, je crois. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Alors, on a des questions dans le chat. Olasumbo et Tolula. Comment gérer ces modèles de collecte des données pour l'espace, pour la qualité de l'air, l'alimentation et les régimes alimentaires. Alors, quand on parle de l'alimentation, on se demande quels sont les obstacles et qui favorisent des régimes alimentaires sains. Il faut réfléchir à ça. Il faut regarder les risques en matière de vulnérabilité climatique en fonction de l'environnement, du contexte. Donc, on regarde l'alimentation qui est vendue, mais également les infrastructures qui sous-tendent ces échanges commerciaux alimentaires. Alors, la disponibilité, la distribution, l'équité. L'équité spatiale, c'est quelque chose dont j'ai parlé. Comment, par exemple, on envisage l'environnement alimentaire autour de nous et les manières dont le climat et les risques climatiques façonnent ces systèmes alimentaires. Y a-t-il des obstacles physiques? Que se passe-t-il, par exemple, quand il y a une inondation, une sécheresse extrême, des chaleurs extrêmes? C'est un exercice d'adaptation pour comprendre la manière ou les éléments de l'environnement qui influencent ce à quoi les gens ont accès. Donc, ça peut être dans le secteur de la production alimentaire, de la vente au détail. Il faut regarder les éléments critiques qui peuvent se trouver mis à mal en cas de problème. L'infrastructure digitale, c'en est une. La pollution de l'air, les températures, ce sont autant d'éléments dont on a besoin. Les données, ce n'est pas uniquement des chiffres. Les données, elles sont essentielles si on veut comprendre la situation. Les photos, les vidéos, les audios, les témoignages sont essentiels pour les exploiter et repousser les barrières pour comprendre la nature dynamique de nos villes. Donc, quand on parle d'expérience, de témoignages, de liens avec l'alimentation dans le contexte du changement climatique, et quand on pense à des systèmes d'alerte précoce, il faut agréger les savoirs et connaissances autochtones en matière de production alimentaire, notamment dans des contextes de vulnérabilité. Alors, on peut s'y prendre de différentes manières, mais la raison pour laquelle on se concentre tant sur l'infrastructure, c'est pour s'assurer qu'on a une plateforme qui nous permettra d'évaluer et de faire un monitoring. Parce que si on collecte des données pendant 2 mois et que 6 mois plus tard, il y a un événement climatique qui va venir mettre à mal toutes les données, alors qu'on était en train de complètement changer les systèmes, tout part à volo. Donc, on a besoin de systèmes qui soient plus agiles et qui comprennent les répercussions du changement climatique pour rendre nos systèmes plus résilients, mais également pour notre santé et notre accès. Donc, il faut continuer à collecter des données de manière pérenne, de manière souple. Voilà, je vous laisse à votre imagination, mais je crois que le gros œuvre, ce sera faire en sorte d'avoir les bonnes infrastructures qui soient robustes. Si je pouvais ajouter quelque chose, je serais ravie de le faire. Oui, allez-y. Alors, je crois que ce que vous avez dit, c'est tout à fait important. Mais à nouveau, pour revenir à ce que le professeur Tolula a dit, il faut regarder les acteurs dans cet espace également, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un one-man show, de quelque chose qui pourrait être fait par une seule personne. C'était un processus dans son ensemble. Et donc, interroger ces processus avec peut-être des jalons tout au long de la chaîne
alimentaire est important. Et comme on l'a dit, les structures, les éléments changent très rapidement. Et donc, c'est vrai que les systèmes qu'on élabore doivent être en mesure de s'adapter et doivent être assez agiles et assez flexibles. Bien entendu. Alors, bien, ça fait partie de notre mission et dans le cadre de notre réseau de recherche que je dirige, on travaille notamment avec des étudiants, des lycéens. On leur demande, alors pas forcément sur cette plateforme, mais dans un modèle un peu antérieur, on leur demande de nous parler de l'environnement alimentaire auquel ils sont confrontés quand ils vont à l'école. Parce que en général, ils passent du temps dans les transports. C'est le cas dans beaucoup de villes. Souvent, on traverse quasiment un pays. Donc, c'est presque comme si c'était deux pays différents, l'école et la maison. Et donc, on leur a demandé de nous expliquer leur environnement, que ce soit l'alimentation en elle-même, des publicités, les éléments liés à la sécurité. On leur a demandé de nous expliquer comment se passait leur trajet depuis la maison jusqu'à l'école. Et on leur a demandé, au long de ce trajet, quels sont les risques, selon vous, de mal manger? Qu'est-ce qui vous empêche de bien manger? Et on voit également que parfois, il y a des implications avec le changement climatique. Et comment, sur ce trajet, comment vous pouvez vous améliorer vos conditions alimentaires? Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'été et qu'il fait chaud? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des inondations? Quand il fait très chaud, est-ce que vous avez encore accès à des légumes et à des fruits frais? Donc, c'est le type de système qui ensuite nous permet, à terme, de collecter des informations et de voir l'évolution en fonction des saisons, en fonction de l'expérience des gens, et pas uniquement basé sur des objectifs entre guillemets, de recherche. Effectivement, alors pour revenir sur ce que vous venez de dire, les données, ce n'est pas juste des chiffres, et vous avez raison. Et l'utilisation de ces recherches et de ces données, l'exploitation de ces données, et à quel point les gouvernements, les villes notamment, et les gouvernements locaux sont impliqués, notamment dans les zones urbaines, dans ce type d'initiative de collecte des données, c'est très important parce que les résultats de ces initiatives peuvent aider notamment les processus de planification. Oui, tout à fait. Et on l'a fait d'ailleurs. On vient de commencer on a eu pas mal de couverture médiatique dans certaines de villes. Des dirigeants sont venus nous voir en disant on veut faire partie de ça. Comment est-ce que vous avez fait ça? À Lagos, d'ailleurs, on a un projet qui fait suite à notre projet initial avec le gouvernement où on pourra développer une manière d'institutionnaliser cette démarche pour s'assurer que les processus soient par nature consultatifs. Donc, on est en train d'intégrer cette approche consultative pour garantir la participation, notamment des jeunes, mais pas que, pour que les gens s'inspirent les uns les autres. Et c'est vraiment les citoyens de Lagos qui ont fait ça. Il faut que les gens fassent partie de la solution, mais pour ça, il faut que les gens aient l'espace de s'exprimer. Et pour ça, il faut faire créer des preuves de concept et montrer qu'on a envie de travailler ensemble. Oui, ce sont des modèles souvent très simples, en fait, qui ont des résultats les plus probants. Et souvent, ce sont ceux qui sont les plus faciles à mettre à l'échelle. Alors maintenant, je vais donner la parole aux différents participants si vous avez des commentaires. Et je crois qu'il y a une main levée. Ivy de Souza. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. On vous entend. Une question. Pour Oni, est-ce que vous avez des alternatives
comment aider les gens à sortir des mauvaises pratiques. Il y a quelqu'un qui a parlé notamment de l'utilisation du charbon. Et je sais que c'est un problème parce qu'on a beaucoup de gens qui utilisent ce type de polluants pour l'air. Or, il n'y a pas d'alternative pour eux. Donc, je me demande si dans votre programme, vous offrez des alternatives aux gens. Merci, Ivy. Excellent point d'un point de vue de l'équité, en effet, parce que c'est très facile de dire, de pointer les gens du doigt et de dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, fondamentalement, en tant qu'être humain, les humains, je le sais, ont tendance à prendre les décisions qui sont les plus logiques, n'est-ce pas? Et donc, on doit rendre les choses aussi faciles que possible. Donc, ensuite, il faut souligner que alors, on n'essaye pas d'inclure tous les aspects de la solution. On veut faire partie de la solution plutôt, mais on sait que la collaboration sera clé et c'est ce qu'on essaye de faire. On n'essaie pas de faire juste du développement de solutions simplement parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tout faire. Mais là, on essaie simplement de souligner le fait de créer de la nécessité de créer un espace, d'organiser les gens et les acteurs. On mobilise les gens, mais il faut également qu'il y ait une plateforme pour faire entendre ces solutions. Imaginons qu'aujourd'hui, dans cette session, quelqu'un dise « Oh, vous avez parlé du charbon, mais nous, on a développé un nouveau modèle. » Ok, super. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions entre nous pour aller dans la bonne direction ensemble? Et il faut créer de l'espace. J'utilise le terme conspirer. Il faut conspirer et non pas collaborer, parce que je crois que conspirer, c'est plus clair. Ça veut dire qu'ensemble, on doit se rejoindre. Et tout individu, toute personne, toute institution, toute plateforme ne pourra pas fonctionner seul. On ne peut pas réinventer la roue. Je ne vais pas commencer à chercher quelles sont les alternatives au charbon. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font depuis longtemps. Je veux juste dire, écoutez, on a une plateforme. On a des gens qui veulent bien faire des expérimentations. On a des gouvernements municipaux, des municipalités qui veulent essayer. Qui a des alternatives pour ça? Comment est-ce qu'on peut réunir les gens ensemble, les différents acteurs, et trouver des alternatives aux problèmes? En gardant en tête, bien entendu, ce que vous avez dit en matière d'équité. Donc, merci beaucoup. Donc, très bien. C'est très intéressant. Il y a des commentaires dans le chat. Oui, alors. Quand je dis que les gens, ils ont tendance à prendre des décisions les plus logiques, c'est souvent ce qui a le plus de sens pour eux en termes de temps, en termes d'efficacité, etc. Moi, j'ai étudié la médecine et je travaille dans la santé publique. Et moi, je sais que dans le secteur médical, on a tendance à dire aux gens ce qu'ils ne font pas bien. Et on a du mal à dire, regardez, en fait, on sait que ce qu'on vous demande de faire, ce n'est pas si facile. Or, on ne peut pas simplement se concentrer sur les gens. Alors, bien entendu, les gens ont besoin qu'on leur fasse de la sensibilisation et ils doivent pouvoir prendre leurs décisions. Mais il faut s'assurer également que l'environnement dans lequel ces personnes évoluent favorise des changements de comportement. Et souvent, moi, j'avais tendance à dire à mes patients, oh, vous devez mieux manger, vous devez aller vous balader, vous devez marcher. Et en fait, souvent, je sortais de la clinique et je me disais, mais il n'y a rien à manger qui soit sain dans le coin. Et quand on part à 6 heures du matin et qu'on rentre à la maison à 17 heures, eh ben, il n'y a pas d'alternative facile pour aller manger quelque chose de sain. Et au final, ce n'est pas ça qu'on doit faire. On doit s'assurer que l'environnement soit favorisé pour que la voie vers quelque chose de plus sain et plus durable soit plus facile. En effet, je crois que c'est très, très puissant ce que vous venez de dire et on va clairement en prendre note. Alors, Luc nous dit qu'il est tout à fait d'accord à approcher les ressources financières et ce type de collaboration est essentiel. Alors,
comment comment trouver des ressources financières pour cette collaboration. Alors, bien, si vous avez des fonds disponibles, n'hésitez pas, je les prends. C'est vrai que ces initiatives, elles doivent être pérennes. Il ne faut pas commencer un projet si on sait qu'il ne pourra pas voir le jour parce qu'on n'a plus de financement. Ça fait partie de cette approche. J'ai commencé en disant comment faire ce qu'on veut faire et les choses qui me paraissent importantes. Et en même temps, il faut créer les infrastructures pour s'assurer que ce soit possible et que les gens n'essayent pas tous en même temps d'obtenir des ressources pour créer ces gros programmes, ces gros projets. Il faut s'assurer que les ressources soient partagées. C'est notre approche à l'heure actuelle. Et on essaye de développer des projets de démonstration pour montrer, pour faire des expérimentations, des tests, en quelque sorte. Et si on arrive à montrer que, eh bien, tout commence des individus et la manière dont on peut façonner les villes, eh bien, on peut trouver des manières de créer une nouvelle norme. Et ça fait partie de la manière dont on peut lever des capitaux pour les autres. Et ce que l'on fait, c'est aussi qu'on crée cet espace. Comment est-ce qu'on réunit les bons acteurs, qu'on s'assure qu'il y a des financements pour des expérimentations, mais il faut que les gouvernements soient également impliqués. Ils ont un rôle explicite. Les gouvernements sont là pour vous. Votre mission, c'est également du développement humain, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle l'une des composantes clés de notre travail, c'est qu'on implique le gouvernement aussi rapidement que possible. Si on peut montrer qu'il y a de la valeur pour les gouvernements et que c'est en ligne avec la mission des gouvernements ou des municipalités, alors on leur demande de s'impliquer. Et nous, en général, ces programmes, on veut pas, ces projets, on veut les faire passer dans les mains des gouvernements et des municipalités. On ne veut pas s'accrocher à ces projets. Oui, tout à fait. Je crois en effet que la conversation sur le financement, ça reste toujours compliqué, en particulier dans le contexte des villes. Je le sais. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Les financements, ça reste compliqué. On n'a juste pas d'argent souvent. Mais en même temps, ce positionnement, il ne nous aide pas. Et dans le développement, dans le secteur du développement, ça veut dire qu'on doit être créatif pour créer des solutions innovantes. Mais on le sait, il y a des financements durables. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard dans la semaine. Mais je crois qu'il y a des enseignements à tirer de tout cela. Et je crois qu'il y a également le coût de l'action. Le coût de l'action, on en a beaucoup parlé, mais malheureusement, on ne parle pas assez du coût de l'inaction. Et c'est en partie la raison pour laquelle, si on se dit, oh, on ne peut pas se permettre de faire quelque chose, ma question souvent, je réponds souvent par, mais est-ce qu'on peut se permettre de ne pas le faire? Alors, certes, les effets ne seront pas immédiats. Et on voit l'impact sur l'environnement, l'accès c'était pas au financement. C'est pas comme la pandémie. Il y a eu l'exposition au virus, incubation pendant 3-4 jours, mais après, on l'a vu pendant la pandémie, on s'est rendu compte comment ce qui paraissait impossible est devenu possible. On a vu des collaborations transverses entre différents secteurs parce qu'il y avait cette urgence. Donc, vraiment, le coût de l'inaction, il est essentiel, il faut le faire valoir. Il y a des travaux qui ont été faits par nos collègues sur la pollution de l'air notamment, où on disait que le coût, à Lagos uniquement, le coût de la pollution de l'air pendant 1 an représentait 3% du PIB. Un rapport de la Banque mondiale disait que des gens qui sont morts de la pollution de l'air à Lagos, 50% d'entre eux
avaient moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Donc, quand on dit est-ce qu'on peut se permettre d'agir ou non, vous vous foutez de moi. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut se permettre de ne pas agir? Quel est le coût de l'inaction? Quel est le coût de l'obésité? Quel est le coût de la malnutrition et de la dénutrition? À partir de ce moment-là, on pourra avoir des vraies conversations. Alors, on l'a déjà dit, qui sont les acteurs? Qui doit jouer un rôle? L'alimentation, ce n'est pas uniquement le secteur de l'alimentation. Il s'agit également du commerce, de la finance. L'alimentation est de plus en plus transverse. Donc, il y a beaucoup de systèmes alimentaires qui vont au-delà des frontières. Par conséquent, on a besoin d'un bon leadership pour dire voilà ce qu'on essaie de faire. Et c'est la raison pour laquelle on commence à inspirer les gens avec de vraies ambitions. Il faut transformer les systèmes alimentaires de A à Z sur toute la chaîne. Ensuite, il faut prioriser. On priorise l'argent et les voitures, etc. Mais on a tendance à perdre le développement humain, qui est la seule chose qui nous permet d'avoir cette croissance. Or, je crois qu'il faut réfléchir complètement différemment à ce problème. Le coût de l'inaction, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas agir? Ça, c'est très, très profond. Et c'est très, je crois que ça suscite beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Et on a passé tellement de temps à réfléchir à cette action et on ne peut pas se permettre de ne pas mettre en œuvre ces idées. Le coût de l'inaction, je crois que c'était très, très puissant, ce que vous avez dit. Alors, je regarde le chat. On a d'autres contributions sur les modèles de cofinancement. Oui, c'est une excellente question. Alors, on a beaucoup parlé notamment pour ce qui est des gouvernements, l'implication des gouvernements. Il y a des gens qui ont partagé un article, notamment. Super. D'autres réflexions? C'était vraiment très enrichissant, hein. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour avoir des discussions aussi profondes. Donc, n'hésitez pas, il nous reste quelques dizaines de minutes. N'hésitez pas à contribuer, à partager vos réflexions avec nous. C'est le moment. Saisissez cette occasion. Alors, pendant qu'on attend des contributions, pour ce qui est du projet d'investissement pour la jeunesse, est-ce que vous avez hâte? Oui. Lorsque j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, oh là 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 là, c'est génial et je suis trop contente de voir que c'est pas uniquement que ça existe, mais ça fait partie intégrante d'un projet plus large. Et le pouvoir de les connecter à d'autres en tant qu'ambassadeur des jeunes, il ne s'agit pas uniquement de nous et de ce qu'on fait. La magie, là, selon moi, c'est quand on prend une personne qui va venir activer quelqu'un, qui est une personne impatiente, qui veut agir, et ensuite l'alchimie se fait quand ils travaillent ensemble. Et je crois qu'il faut chercher des impacts positifs auxquels on ne s'attendait pas. Est-ce que ça, et créer de l'espace pour ça? Parce que parfois, quand on élabore ce genre de projet, on se dit, il va se passer ci, il va se passer ça, il faut faire ça, notamment parce qu'on a des rapports à rendre aux bailleurs de fonds, etc. Or, il est essentiel de créer de l'espace pour permettre à la magie d'opérer et ensuite de voir ce qui a été créé de ces projets. Et oui, alors oui, bien sûr, il faut suivre une sorte de cheminement, mais qu'est-ce qui se passe si on a de nouvelles idées? Et il y a quelqu'un qui me parlait, on parlait de Legos, on disait que les citoyens avaient pris cette idée et l'avaient prise et les avaient développées, les avaient un peu modifiées. Et cette personne m'a dit, tu sais quoi? Tu sais que tu as fait quelque chose de bien pour Legos quand quelqu'un utilise ton idée et la détourne différemment. Alors, moi,
quand j'élabore un projet, je connais certaines choses, certaines composantes, mais je ne connais pas ce que je ne connais pas. Et donc, avec le fait d'ouvrir ces projets à différentes personnes, des acteurs, des sensibilités, d'autres secteurs, etc., en général, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, il faut créer l'espace pour l'inconnu, pour ce facteur, ce je ne sais quoi. Et c'est ce qui m'exalte le plus, moi, de voir les conséquences inattendues d'un projet. Merci infiniment, c'est très, très parlant. Vous avez très bien résumé la réflexion. Il faut pas uniquement créer un programme d'ambassadeurs qui seront actifs pendant 4 ans, mais il faut également faire en sorte qu'on puisse créer un espace et avec des gens qui peuvent activer l'action. Vous avez raison. Et donc, on consignera ces enseignements. Alors, maintenant, peut-être qu'on va donner la parole à Siné pour la conclusion. Je crois que vous êtes impliqué également dans le programme d'ambassadeur de la jeunesse. Il s'agit d'une opportunité importante. Est-ce que vous voudriez faire une conclusion sur cette opportunité? Tolula, en effet, j'ai hâte de travailler avec vous sur les ambassadeurs de la jeunesse. J'ai hâte. Et on va garder en tête le fait qu'on ne doit pas se limiter et se censurer. Il faut laisser les choses se faire de manière organique. Merci. Absolument, merci. Je sais que vous avez beaucoup parlé. Peut-être quelques dernières réflexions avant de clôturer la session. Donc, j'allais taper mes mots, mais je pense que c'est important, bien entendu, c'est africain, mais je pense que c'est important de conserver cette approche de système. Donc, j'aimerais situer ce que je fais dans le cadre d'une santé planétaire plus large, en disant nous avons ces ambassadeurs de la jeunesse pour la nourriture, mais comment est-ce que nous pouvons les situer dans un univers plus large d'une démographie majoritaire pour une transformation durable, connecter l'aspect nourriture avec la qualité de l'air, avec un meilleur environnement, avec l'espace public. Tout ça est quelque chose qui a un potentiel de s'augmenter l'un l'autre. Nous apprenons des tactiques et nous échangeons des tactiques entre différents secteurs. Et ça m'enthousiasme vraiment. Je peux voir comment cela peut se transformer pour devenir quelque chose qui connecte toutes ces différentes composantes de la santé des pays et de la résilience planétaire en cassant les silos des différents secteurs avec l'aspect démographique majoritaire qui travaillent ensemble afin de vraiment façonner nos villes. Absolument. Donc, quelle note pour finir ceci? Un grand merci. Tolo, Victorine est absente. Donc, je pense que c'est une partie intéressante, une conversation importante qui tourne autour de la jeunesse. La perspective également concernant le fait de transformer la nourriture, mais aussi transformer l'Afrique en tant que continent, transformer le monde aussi à travers la lentille des jeunes. Je pense que nous avons un travail très important à faire là-dessus pour faire en sorte que cet agenda reste très vivant et le soutenir à travers ces initiatives, le programme des jeunes ambassadeurs. Continuons à faire ce que nous avons fait, restons connectés les uns aux autres dans nos réseaux. Et encore une fois, un grand merci à nos orateurs et à tous ceux qui ont participé à notre session. Nous apprécierions d'avoir un retour avec un petit questionnaire de 2 minutes, très bref, que j'ai partagé dans le chat pour faire en sorte que nos événements RISE soient encore meilleurs par l'avenir. Donc,
vous pouvez rejoindre notre debrief à 18 h cet après-midi. Nous allons résumer la journée d'aujourd'hui et cela nous amène à une journée très enthousiasmante à nouveau demain. Nous allons partager le lien vers l'enquête dans le chat également. Donc, encore une fois, un grand merci de ma place et de la part de l'équipe ICLEI Africa. Je suis ravie de vous voir au travail. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.